Et il faut imaginer, donc là, le microscope, il prend les photos comme ça toutes les minutes, on voit ça. Donc là, elle est juste là. Donc et là, si vous voyez ça en blanc, c'est parce que la technique d'éclairage qui est utilisée, c'est en noir quand la cellule elle est bien collée au support, et c'est en blanc quand elle est un petit peu au-dessus. Donc ça veut dire qu'elle ne touche pas exactement la lame qui est sur laquelle elle est posée. Elle est un petit peu en suspension au-dessus, là, cette partie-là. Et donc là, on peut faire une marque ici, je mets là-dessus. En gros, elle a fait cette courbure-là. Mais on a laissé le film tourner. Et puis on voit qu'en fait, ça reste dynamique, là, il se passe des choses. Donc là, il faut imaginer que minute par minute, moi je suis là derrière le microscope et je vois que ça continue, mais il se passe des choses. Elle avance, et puis on dirait qu'elle est en train de... Cette courbure-là, elle est en train de la réduire, de la remplir, de pousser, elle pousse. Elle tire en fait, elle tire sur ce câble-là qui était tout courbé, puis elle tire. Que ça, elle se met à se tendre ici comme ça. Et ça elle continue, vous voyez, on a mis une demi-heure, maintenant on est déjà à 1h30, donc c'est beaucoup plus long, mais c'est parce que c'est un autre effort. Dans un autre cas, on s'étale comme ça parce qu'on s'attache. Mais une fois qu'on s'attache, on tire de chaque côté. Et à la fin, on va aller, ça va lui prendre combien de temps là 2 heures, c'est 2 heures qu'on est là. Ça tire, ça arrive jusqu'en haut. Et là, on a notre belle forme de cellule équilatérale qui a couvert tout son... Pourquoi ça dépasse pas? Pourquoi ça ne dépasse pas? Ah, parce que là, on a mis un traitement de surface qui fait qu'elle ne peut pas attacher. Là, il y a du savon. Là, c'est impossible pour elle, il n'y a aucune protéine qui peut s'absorber, rien, elle ne peut que aller sur l'outil. Même dans la partie qui est au centre, là, le triangle qui est en dessous, elle n'attache pas. Elle attache que sur les 2 barres du V, comme ça. Et elle a pris sa forme de triangle équilatéral. Donc là, on se dit, c'est incroyable le temps qu'il a fallu pour faire ça. Donc on veut regarder un peu la structure, et puis on voulait avoir une idée de la dynamique, et en fait, on n'était pas à la fin de nos surprises, parce que même une fois que la cellule elle est arrivée là, si on regarde maintenant, donc ça c'est Tsong qui s'appelle Shin-Song Tseng, mais on dit Tsong. C'est Tsong qui a voulu savoir un petit peu l'architecture correspondante à cette géométrie-là, et donc il a essayé de filmer le moment où il y avait l'étalement, puis la formation de cette contraction, mais il a raté le début du film. Il est arrivé trop tard. Elle était déjà là, mais il a filmé quand même. Donc là on voit mieux voilà, les câbles, tous ces petits câbles dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, ça revient à une des remarques qu'on a fait au début, c'est hyper dynamique. Là les câbles ils continuent de bouger, c'est-à-dire qu'elle arrive au bout, mais là-dedans il y a une dynamique énorme. Il y a des points triples qui se forment, vous voyez, des points où il y a des angles qui vont dans tous les sens comme ça. Là. Et elle n'est pas stable, jusqu'au moment où voilà. Là elle a trouvé une solution. Là il y a des câbles qui vont faire le zigzag entre les 2 barres là, qui sont ici. Et cette fois-ci, il y a un équilibre. C'est-à-dire que la cellule, il y a une dynamique à l'intérieur qui fait que ça tire les choses dans tous les sens. Et à un moment, on va trouver un équilibre. Et la cellule va s'organiser de cette manière-là. Donc, c'est un peu comme la pyramide, sauf que c'est elle qui trouve la solution. Toute seule. Et donc, on a regardé de près un petit peu toute l'architecture. Donc, en fait, en bleu, on voit la matrice qu'on a déposée au départ. En vert, on voit les ancrages, c'est-à-dire on voit les protéines, ce que la cellule a construit, c'est les attaches. C'est les agrafes que la cellule a mis sur le support qu'on lui a donné. Et on voit que la cellule, elle est équilatérale, un beau triangle équilatéral, mais avec une symétrie d'ordre 3. Mais par contre, là, les attaches ne sont pas du tout réparties de façon homogène, il y en a beaucoup plus de ce côté-là, quoi. Le côté où il a fallu contracter, elle a réorganisé toute sa structure pour pouvoir compenser, pour attacher de ce côté-là. Et on voit aussi les câbles, donc on voit cette structure à l'équilibre, tous ces petits câbles là qui vont relier les bords. Et ici, ce câble hyper puissant, où probablement il y a énormément de tension parce qu'il a fallu contracter comme ça. Il faut quand même rendre hommage à ce moment-là à ce monsieur qui n'avait pas vu ces manips-là à l'époque, mais qui a été formé en tant que médecin, mais qui s'intéressait aussi à d'autres choses. Donc j'ai mis sa photo en grand parce que je l'admire, mais je l'ai mis en flou parce que je l'aime pas trop. Mais il faut quand même rendre à César ce qui est à César et rendre à Donald ce qui est à Donald. C'est qu'il a réussi à conceptualiser un lien potentiel qu'il pourrait y avoir entre les sculptures de Kenneth Nelson et puis le génie de Buckminster Fuller et l'architecture des cellules. Et en fait, ce que ces gens-là, ils ont décrit un concept architectural qui s'appelle la tenségrité.
C'est un concept qui explique comment, en fait, il y a des différents types de structures, différents types d'architecture. Et il y en a une, la tenségrité, ce serait une loi de construction différente. Alors ils disent, la tenségrité décrit une relation structurale, un principe de relation structurale où la forme est garantie par un ensemble continu de tensions au sein du système, au lieu d'être fait par un ensemble discontinu d'éléments qui ne seraient subis qu'à leur compression. En clair, ça veut dire, les architectures d'habitude, il y a des éléments discontinus qui sont empilés les uns sur les autres, donc tous ils subissent de la compression. C'est-à-dire n'importe quelle église, le Louvre qui est à côté, les pièces sont les unes sur les autres, et tout le monde appuie sur les voisins d'en dessous, et on tient tous par compression. Ce qu'il faut subir, c'est le poids de celles qui sont, tout le monde de la compression. Et puis, globalement, si vous considérez la cour Napoléon du Louvre, si vous cassez un morceau, si vous cassez un pavillon, les pavillons d'à côté, ils n'en ont rien à faire, parce qu'ils sont des éléments discontinus, mis sous compression les uns à côté des autres. Et ça peut faire des structures comme ça qui défient la gravité. Vous voyez, cette structure qui avance toute seule, elle est faite de bâtons, qui eux vont être mis sous compression, et il y a des câbles qui relient ces bâtons, et ces câbles ils sont mis sous tension. Et c'est justement parce que la tension va se propager au sein de toutes ces structures que la tension va permettre de relever le nez de la structure qui ne va pas tomber sous son propre poids. Donc là, les éléments de la structure ne sont pas indépendants les uns des autres, ils sont tous connectés par la tension. Et donc il y a une sorte d'intégrité de la tension au sein de la structure, et c'est ça qu'ils ont appelé la tenségrité. Et lui, il a entendu parler de ça. Ce qu'il a vraiment proposé, c'est de dire, de la même manière que là, la tension qui est déployée à un endroit de la structure se répercute dans l'ensemble de la structure, et la cohérence vient du fait que toute la tension s'intègre. Là, pour compenser la gravité, certes, là, c'est pas pour compenser la gravité, mais le principe qui tient, c'est que la tension qui se déploie à un endroit de la cellule, elle s'équilibre pas que localement là où il y a. C'est-à-dire que la tension dans ce câble-là ne compte pas que ici, mais va compter aussi là, va compter aussi là, va compter aussi là. C'est-à-dire que la tension se distribue partout. Et c'est comme ça que la cellule, elle est cohérente. C'est-à-dire que ce qui se passe d'un côté de la cellule ne va pas être indifférent à ce qui se passe de l'autre côté, même si on ne voit pas de structure qui les relie directement. Tout ça, c'est connexe par la tension. Et c'est ce qu'il a voulu dire en appliquant le principe de tenségrité à la cellule. Alors le principe de tenségrité, il a été déployé pour plein d'architectures différentes. Donc on peut faire plein de choses avec la tenségrité, on peut concevoir des architectures complètement différentes. Des sculptures où on voit des réseaux de bâtons et de câbles sous tension qui vont permettre de former des structures comme ça. On peut faire des ponts avec des éléments extrêmement légers, justement parce que d'habitude les ponts ça doit être super massif parce qu'il faut tenir le poids de structures géantes. Mais là finalement le poids étant redistribué ailleurs dans l'architecture, on peut utiliser des éléments en compression qui sont beaucoup plus fins. Et donc ça c'est une maquette de pont, mais il y a des vrais ponts qui ont été construits comme ça. On peut construire ces maisons-là. Donc à ce moment-là c'est des sortes de, c'est ce qu'on appelle des structures géodésiques. Où là c'est Buckminster Fuller, c'est ce qu'il appelait la maison du futur, où tout l'ensemble se tient sur lui-même, il n'y a pas de poteau qui vient retenir quoi que ce soit. Et c'est juste de la tension qui vient équilibrer et répartir le poids de manière à ce que la structure tienne. On peut faire des vélos. D'habitude, les vélos, tous les morceaux du vélo, ils sont en compression. Et puis récemment, il y a quelqu'un qui a proposé de faire un vélo soumis à la tenségrité, où il y a cet élément-là qui est en compression, mais ceux-là, ils sont en tension. Ce qui permet de faire que la structure répond au choc de façon complètement différente. Les roues aussi sont régulées par de la tenségrité. Une des prétentions, c'est que n'importe quel petit choc qu'on va recevoir va nous propulser vers l'avant parce que la tension a été organisée de façon à ce que ça se passe comme ça. Donc des nouvelles propriétés qui émergeraient du fait de cette organisation spéciale. Et cette capacité justement de se réorganiser dans l'espace, eh ben, nous on voit qu'on peut aussi l'appliquer aux cellules. C'est-à-dire que si on compare nos cellules sur ces trois formes-là, on voit qu'en fonction de la forme, bien qu'elles soient toutes triangulaires, elles vont mettre leurs câbles à différents endroits. Donc elles vont s'adapter, elles vont redistribuer la tension, de façon à ce que justement, sur les éléments comme sur le haut du T, là où on peut attacher, aucun problème, on ne fait pas des gros câbles. Mais dès qu'il y a des zones où on ne peut pas attacher, là dans cette zone-là, la cellule va construire des gros câbles. Donc elle a une sorte de mécanisme pour sentir, réagir, qui va lui permettre de s'adapter à son environnement et de remodeler son architecture pour distribuer la tension différemment et reconstruire son architecture pour s'adapter à son environnement. Et ça, c'est ce qu'on... Alors là, pour l'instant, on parle de structure, c'est-à-dire que là,
Avant, je vous ai parlé des architectures, je vous ai parlé des forces, etc. Là, on regarde que la structure et on dit déjà la structure s'adapte à la géométrie de son environnement. Et là, c'est plus compliqué que ce qu'on a vu jusqu'à présent, parce que là, au début, on regardait des structures, on regardait surtout les câbles qu'il y avait en périphérie, d'accord? Mais en fait, le réseau d'actine, il est fait aussi d'autres types de structures. Donc quand on commence à faire des zones courbes, là, on voit des géométries différentes, on voit des câbles, on voit des structures qui ne sont pas des câbles, qui sont des trucs courbes, on voit des trucs qui sont des petites barres, là, des petits filaments qui sont transverses comme ça. Et alors on a toujours cette énorme contraction qui se fait au-dessus des zones qui n'y a pas d'adhérence, si on ne peut pas s'attacher, elle va toujours se contracter là. Elle va toujours établir tous ces câbles de part et d'autre de ce chemin sur lequel elle ne peut pas attacher. Mais elle va aussi développer toutes ces structures-là. Donc finalement, la structure de la cellule, par rapport à la pyramide, elle est quand même beaucoup plus compliquée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des jeux de câbles, il y a plein d'autres petites structures qui peuvent intervenir. Et en plus, Tim, alors il s'appelle Timothée Vignot, on l'appelle Tim, il a voulu regarder la dynamique et donc on voit justement qu'il y a une espèce de flux qui part de tout le bord avant de la cellule, là, puis qui converge comme ça. Et on voit des structures qui apparaissent, vous voyez ce filament qui est là, le film il est en boucle, hein. Après ça part, et puis il y a des trucs qui partent d'en haut, puis le filament qui se fait comme ça, qui avance, qui se contracte, et puis qui va disparaître. Alors avant de voir un câble disparaître dans la pyramide du loup, il va falloir attendre longtemps. Hein. Là, en permanence, les câbles ils se fondent, ils s'assemblent, ils se désassemblent, donc c'est complètement dynamique. Donc la cellule elle garde globalement sa forme, mais la forme elle est entretenue par en permanence, on fabrique à des endroits, on désassemble à d'autres endroits, on fabrique à d'autres. Il y a une sorte de turnover permanent dans la cellule pour assurer le maintien de la forme. Enfin, c'est pas pour assurer, ça contribue au maintien de la forme. Donc en fait, c'est pas. La cellule, elle veut pas, on ne se demande pas pourquoi elle le fait. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, c'est un mécanisme qui est apparu. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que si on revient à la structure quand elle est figée, quand elle commence à s'étaler, avant qu'elle soit courbe comme ça, quand elle était courbe comme ça, quand elle voit qu'elle enjambe ici, et que par hasard, il y a un filament qui va de cela, qui va croiser une zone, un filament qui ici était attaché tout du long, si ce filament il passe un peu par-dessus et qu'il est attaché qu'aux extrémités, en fait ce qui va se passer c'est que il va être mis sous tension. C'est-à-dire que c'est comme un élastique qui serait avec plein de punaises tout du long de l'élastique, il n'y a pas beaucoup de tension, mais dès qu'on enlève des punaises au milieu, partout où on enlève des punaises, entre les deux punaises qui restent, la tension elle augmente. Et en plus, il y a un mécanisme qui existe dans les cellules, et ça c'est pas pour certaines raisons, c'est parce que l'évolution a sélectionné ce mécanisme, parce que c'était profitable pour les cellules d'avoir ce mécanisme, qui fait que quand il y a de la tension, elles ont tendance à l'amplifier. C'est-à-dire qu'une cellule en permanence, ce qu'elle fait, c'est qu'elle palpe. La cellule, elle s'étale, elle palpe. Et puis, quand ça résiste pas, ok. Mais quand ça résiste, parce que c'est rigide, quand il y a de la tension qui se développe, alors là, elle renforce. Donc c'est un mécanisme de durotaxie qui existe dans les cellules, qui se manifeste là d'un point de vue architectural. C'est dès qu'il y a un peu de tension qui est apparue, elle se tend encore plus. Et donc ça la fait avancer. Et donc elle se tend encore plus. Et donc ça la fait avancer. Et donc elle se tend encore plus, ça la fait avancer. Et là la pauvre elle est tendue à mort et elle continue de se tendre. Et encore ça c'est hyper dynamique. Là il y a une consommation d'énergie considérable. Il y a des milliers, des millions de moteurs moléculaires qui sont en train de faire pousser des filaments comme ça les uns sur les autres pour assurer la tension. Ça lui coûte une énergie folle de faire ça. Mais la nature a fait que ce mécanisme doit exister parce que c'est profitable pour les cellules d'être comme ça. Ça va permettre d'assurer plein de mécanismes. Après, ça va lui permettre de réaliser plein de choses pour construire des structures plus grosses. Elle n'essaie pas toujours de minimiser son énergie. Il y a des mécanismes de consommation d'énergie qui doivent être orientés de façon profitable pour que la cellule puisse, par exemple, obtenir une forme convexe. C'est peut-être utile pour la cellule d'être convexe, finalement. Ça lui a servi.